Allez, on va démarrer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'animer aujourd'hui ce second webinaire de notre série InnoViews. Alors InnoViews, ce sont des webinaires qui permettent d'aborder des problématiques métiers et secteurs orientés tech, avec intervention d'experts au profil riche et varié. Je suis Anne Malagier, product stratégiste chez Be2Moro. Alors, Be2Moro, en quelques mots, c'est une agence tech et transformation digitale. On est historiquement basé à Bordeaux, avec un rayonnement au niveau national et international. On existe depuis plus de 20 ans et on accompagne nos clients sur la réalisation de projets technologiques ambitieux. L'agence s'est positionnée sur le sujet de l'IA depuis déjà plusieurs années, avec notamment la création d'un pôle dédié pour répondre à la demande croissante de nos clients. Et justement, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'intelligence artificielle dans le secteur de la banque assurance. Un vaste sujet et sujet d'actualité, parce qu'on observe dans ce secteur un déploiement massif de l'IA. Donc l'IA d'abord traditionnelle et l'IA générative ensuite. Son potentiel en matière d'automatisation, de personnalisation, de renforcement de la conformité apparaît immense. Alors, pendant ces 45 minutes ensemble, on va tenter de répondre à différentes questions, notamment où en sont précisément les acteurs clés par rapport à ces technos, quels sont les retours d'expérience et cas d'usage, on verra des cas d'usage disruptifs notamment, quel impact sur les structures organisationnelles et les RH, et comment déployer des projets d'IA dans un secteur aussi contrôlé et régulé que la banque assurance. Et pour débattre de tous ces sujets, j'ai la chance d'être accompagnée par deux intervenants, donc Laurent Alvaro et Ludovic Favaret. Donc merci à eux de témoigner aujourd'hui. Je vais les laisser se présenter. Je passe d'abord la parole à Laurent, si tu veux bien te présenter. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Alvaro, CTO à Be2Moro. Je m'occupe tout particulièrement du pôle IA et data. Et en ce moment, nos équipes sont focalisées sur trois sujets principaux. Le premier, ce sont les chatbots sur mesure. Donc, imaginez un chat GPT qui utiliserait vos propres sources de données. Ensuite, on travaille beaucoup sur tout ce qui est automatisation par IA générative. Donc, ça couvre pareillement tout ce qui est texte, tout ce qui est audio, tout ce qui est image. Et enfin, on a aussi une partie de l'équipe qui travaille, qui est spécialisée dans la data visualisation, on va dire créative, donc plutôt 2D, 3D, mais aussi en réalité virtuelle. Super, merci Laurent, bienvenue. Et Ludovic, je te passe la parole pour que tu puisses te présenter à ton tour. Bonjour à toutes et à tous. Merci Anne et merci Laurent pour l'invitation. Je suis Ludovic Favaret. Je suis directeur général adjoint de la Banque Populaire, en charge du pôle ressources et transformation, ici à Bordeaux, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. J'ai en charge un périmètre qui couvre la DRH, la communication, tous les sujets de stratégie, transformation, RSE, QVCT, mais également un périmètre qui me colle au corps depuis de nombreuses années avec l'IT, la data et le digital. J'ai une expérience d'une vingtaine, même 25 ans désormais, dans le secteur bancaire. Un premier tiers de carrière plutôt centré sur l'entrepreneuriat, où j'étais à 2 reprises créateur d'entreprise, l'international, à l'époque où je travaillais à la Société Générale sur la branche corporate investment banking, sur la finance, puis ensuite sur des métiers plus bancaires classiques, bancaires retail, où j'étais en charge des équipes organisation, puis prestations bancaires, tous les métiers de back et middle office, avant de basculer dans le monde de la RH. J'ai ensuite eu une petite expérience à BPCE pendant 3 ans, où j'ai créé la direction gouvernance et démocratisation de la data, qui m'a remis pour la deuxième fois ou la troisième fois dans ma carrière dans le domaine de la data et de l'IA. Et aujourd'hui, avec un périmètre un petit peu plus large qui va des ressources jusqu'à l'IT, j'essaye de porter une vision plus intégrée de ces nouvelles technologies et de leur apport pour nos collaboratrices, nos collaborateurs et nos clients. Nous allons avoir, je crois, l'occasion d'en parler lors de ce webinaire. Ludovic, merci, c'est un plaisir d'avoir avec nous et d'avoir toute ton expérience. Alors, quand on pense à la banque, on a en tête tout ce qui est placement, la bourse, les flux financiers, et donc tous les algorithmes d'IA un peu classiques qui vont avec, tout ce qui va être prédiction, analyse des risques, détection de fraude.
Mais ce que je sais, c'est que toi, tu es plutôt dans la banque de détail, donc avec des guichets, des clients, des conseillers. Et je me pose la question, comment est-ce que l'IA est arrivée dans ton métier? Alors, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, elle n'est pas forcément arrivée là où on pensait qu'elle arriverait. Les premiers usages de l'IA ont été un peu inattendus. Ça nous a servi d'abord sur des explorations de nos données. Vous savez, dans la banque, on gère énormément de données pour nos clients. On fait extrêmement attention à la façon dont on les gère et dont on les valorise. Donc, on travaille beaucoup sur des données anonymes, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et en fait, on a commencé par utiliser ces données pour faire de l'anticipation économique, de l'anticipation sur des plans de déplacement d'entreprise, pour mieux comprendre qui fréquente notre territoire, comment nos clients consomment sur notre territoire, etc. Et puis assez rapidement, on a commencé à utiliser l'IA dans les domaines de la prévention de la fraude. Et je crois que ça reste encore aujourd'hui le principal domaine d'usage concret, avec des usages réels sur l'anticipation de la fraude notamment. Et je vais vous prendre un petit exemple. C'est toujours sympa pour pouvoir illustrer. J'ai été personnellement victime du sujet il n'y a pas très longtemps, à Noël. Je réserve une journée pour faire les courses pour les enfants. Et puis le matin, je fais un achat sur Internet et je ne fais pas attention. Cet achat se fait aux États-Unis. J'en fais un deuxième dans la foulée. Celui-ci se fait en Irlande. Je descends sur Bordeaux pour faire quelques courses avec ma petite dernière. On trouve qu'il y a trop de monde et vite on prend la voiture et on part à Arcachon. Et là, je commence à faire quelques achats et tout d'un coup, ma carte bloquée. Alors, c'est le pire des moments parce que tu as besoin de ta carte pour pouvoir faire tes achats. Je bascule sur une autre solution de paiement. Je rentre à la maison, je suis un petit peu agacé quand même, je dois l'avouer. Et le lundi matin, j'appelle ma conseillère et je lui demande mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et là, elle m'explique qu'il y a un algorithme, j'aurais dû le savoir, qui vient checker où est-ce que j'ai fait mes achats. Et cet algorithme considère que je ne peux pas dans la même journée faire un achat aux États-Unis, un en Irlande, 2 ou 3 à Bordeaux, 2 ou 3 à Arcachon. Et par sécurité, bloque ma carte pour pas que je sois fraudé. En fait, quand tu prends un petit peu de recul, tu te dis que c'est quand même une belle sécurité qui est offerte. Même si dans le cas que je décris, j'aurais préféré pouvoir continuer à utiliser ma carte, je me suis quand même dit que ça me protégeait et que c'était quand même une belle avancée. Donc des exemples comme ça, je pourrais vous en partager des tonnes, mais je crois que ce n'est pas le but de partager que des exemples ce matin. Excellent. Et qu'on arrive à fin 2022, c'est un peu le début de la révolution IA générative. Donc à cette époque-là, on a eu droit à la fois à la sortie de Midjourney qui générait des images photoréalistes et qui étaient très impressionnantes, et celle et non des moindres de ChatGPT, qui déjà était aussi très, très impressionnant. Donc je sais qu'à l'époque, OpenAI, qui avait déjà sorti quelques années auparavant GPT-1, puis GPT-2, puis GPT-3, et puis quasiment un an plus tard, ChatGPT, ils pensaient que leur nouvelle IA allait pas faire plus de bruit que ça. Et finalement, ça a eu le succès que l'on connaît. Et la planète s'est emparée de cette technologie avec une inventivité qu'on n'avait absolument pas prévue. Et je me demandais dans votre secteur, comment est-ce que vous aviez vécu cette période un peu magique? Ouais. Déjà, moi, j'ai eu la chance de découvrir, c'est assez drôle d'ailleurs, j'ai eu la chance de découvrir ChatGPT en décembre 2022. J'ai mon petit-neveu qui faisait son stage de 3e à la Banque Populaire. Et le soir, quand on rentrait à la maison, je le voyais travailler je le voyais naviguer sur son téléphone et je lui demandais ce qu'il faisait. Il me disait, je travaille avec la nouvelle IA qui nous aide à faire les devoirs. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Montre-moi. Et donc, il commence à me montrer le truc. Et je découvre ChatGPT comme ça. J'y passe quand même un week-end à naviguer avec, à me dire, mais putain, c'est quand même intéressant. Et c'est bizarre, je n'ai pas encore entendu parler. Donc, j'appelle tous mes contacts chez Microsoft pour demander si c'est un buzzword, si c'est un vrai sujet ou un sujet qui va vraiment changer la donne pour nous. Et en fait, il y a beaucoup de sérieux en face. Et on commence à se lancer dans de premières expérimentations, comme plein de gens, début 2023.
Et très rapidement, on se projette en se disant, mais quels pourraient être les usages pour nous dans le secteur bancaire? Donc, entre le moment où tu commences à réfléchir et le moment où tu peux passer dans la pratique et commencer à tester des choses, il y a un peu de temps. Ce temps, on l'a mis au service de nos collaborateurs, d'abord en développant une solution ChatGPT qui leur est propre, ultra sécurisée, sur un content sécurisé Microsoft. C'est-à-dire, on va prendre un exemple. ChatGPT, il va capter tout un tas de données sur Internet, mais il communique avec Internet de toutes les façons. Ce qu'on s'est dit très rapidement, c'est qu'il fallait éviter de mettre des documents liés à nos procédures opératoires ouverts sur ChatGPT pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Donc, on a déconnecté ChatGPT, on l'a mis dans un content sécurisé. On est venu mettre quelques documents pour regarder comment ChatGPT réagissait. Et plutôt pas mal. Et donc, on a ouvert un ChatGPT maison pour nos collaborateurs, d'abord en test, puis on est en train de généraliser sa diffusion au niveau de BPAK. Et ensuite, on a travaillé sur 4 cas concrets. Et on a choisi, comme très souvent au niveau du groupe, de se focaliser sur 4 cas et d'en réussir le déploiement. Le premier, c'est faciliter l'assistance des clients dans l'utilisation de l'application mobile. Ça va être livré au mois de septembre. Ça se traduit comme un chatbot sur notre application qui permet de poser des questions à ChatGPT et d'avoir les réponses sur comment on utilise l'application. Sans aller complètement encore jusqu'au click to action, mais on y viendra assez vite. Le deuxième usage, c'est la même chose, c'est de se dire comment on peut aider nos conseillers à trouver les réponses aux questions qui se posent rapidement, sans forcément avoir à accéder à un expert qui n'est pas toujours disponible au moment où ils en ont besoin. Et les 2 autres cas d'usage, c'est comment je peux aider mon conseiller à préparer ses entretiens ou à préparer ses comptes rendus d'entretien grâce au pouvoir de l'IA générative, notamment sa capacité à pouvoir synthétiser du texte et à retranscrire quelque chose dans un cadre qu'on a prédéfini. Donc tu vois, ça fait 4 cas d'usage, 2 sur l'assistance, 1 pour les clients, 1 pour sur les collaborateurs, et puis 2 cas qui viennent simplifier la vie de nos conseillers au quotidien dans la préparation d'entretien et dans la préparation de compte rendu. Donc c'est des choses très pratiques, très pragmatiques que l'on déploie de façon à faire gagner en efficacité nos clients ou nos collaborateurs. Mais du coup, c'est hyper intéressant. La banque et l'assurance sont étroitement liées. On travaille chez Bit2Moro avec des acteurs de l'assurance notamment. Et pour compléter, je pense, les exemples que tu viens de nous partager, Ludovic, Laurent, je ne sais pas si tu veux nous partager effectivement des cas d'usage dans le secteur de l'assurance qui pourraient faire écho effectivement avec ce qui se passe côté banque. Bien sûr. Et avant ça, je me demandais si on avait les résultats du premier sondage. Alors, les résultats du premier sondage. Ouvrir les votes. La question, est-ce que tu peux nous rappeler la question exacte? La question, c'était effectivement, utilisez-vous l'IA générative au quotidien dans votre entreprise? Donc, les votes sont en train d'être générés. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver, mais écoute. On en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Donc, je pense que dans le domaine des assurances, on va retrouver des problématiques qui sont vraiment très similaires à celles que décrit Ludovic. Alors, tout le monde, on a la chance de travailler avec plusieurs acteurs de l'assurance, et essentiellement sur la partie automatisation. Alors, par exemple, on va analyser des déclarations de sinistres qui sont envoyées par les utilisateurs. Alors, c'est pareil que ce soit le contenu des emails, les photos de sinistres, ou même des formulaires papier qu'on va scanner et qu'on réanalyse. Et à chaque fois, l'idée, c'est d'utiliser l'IA générative pour automatiser des tâches qui sont répétitives et pas très intéressantes, comme des vérifications humaines ou manuelles. Si par exemple, un usager envoie une photo de dégâts des eaux, on va aller contrôler que la surface et l'endroit qu'il décrit correspondent bien à ce qui est décrit dans la déclaration. Alors, ensuite, on creuse aussi des parties qui sont un peu plus exploratoires, comme par exemple tout ce qui est analyse d'émotions dans les emails aussi, mais également sur de l'audio en temps réel, par exemple sur des conversations de chat entre clients et conseillers. On va essayer de mesurer ce qui se passe pour, parfois même pour accompagner le conseiller, faire sentir qu'un problème est en cours, éventuellement qu'il n'aurait peut-être pas saisi. D'ailleurs, je crois que Anne, tu as un exemple un peu
un peu barré. Ouais, un peu barré, effectivement. J'ai lu dernièrement qu'au Japon, il y avait une société du secteur de la tech qui avait mis en place un filtre basé sur l'IA, qui était conçu pour atténuer les émotions négatives dans la voix des clients. Donc, c'est une technologie qui a été développée pour, soi-disant, protéger les travailleurs des centres d'appel et autres services clients qui sont souvent confrontés à des clients en colère ou très énervés ou frustrés. Et ça pose quand même beaucoup de questions éthiques, notamment. Je suis pas sûre. Donc, ça reste au Japon, ça reste très de niche, hein, effectivement. Je ne sais pas à quel point ça pourrait être développé chez nous. Et on pourrait même se demander, finalement, ça pose la question de savoir pourquoi est-ce que, finalement, l'IA ne viendrait pas remplacer directement les opérateurs, plutôt que d'essayer de mettre en place, en fait, des espèces de palliatifs pour protéger l'un. Ça laisse chacun finalement dans une bulle et ça crée une distance voilà, qui est vraiment présente. J'ai lu également qu'il y avait un rapport de l'Institut de recherche des politiques publiques, alors en français c'est du coup la version au Royaume-Uni, qui montrait qu'il y avait jusqu'à 8 millions d'emplois au Royaume-Uni qui pouvaient être supprimés lors du passage à la prochaine phase d'adoption de l'IA. Donc là, les chercheurs qualifient la phase actuelle de phase 0. Donc, il y a quand même des sujets autour de la perte d'emploi potentielle, de l'impact sur l'humain et des collaborateurs. Du coup, ça a fait écho à notre prochain thème, Ludovic, en ta qualité aussi de DRH. J'aimerais avoir ton avis sur le sujet. Et finalement, quelle est ta posture? Quelle est la posture de BPAK dans cette relation finalement entre l'IA et le facteur humain? Ouais, je te remercie, Anne. Et attends, excuse-moi, Ludovic, parce que du coup, Ouais. on a un deuxième sondage avant de passer à ce troisième thème. Donc, le premier sondage, il dit que 80% d'entre vous utilisez déjà l'IA générative quotidiennement. Donc, voilà, c'est vraiment énorme. Ouais, globalement, on voit qu'effectivement, ça s'installe et ça commence à bien prendre dans les métiers, effectivement. Donc, c'est tout à fait en relation avec ce qu'on est en train de se dire. Et donc, le sondage 2, effectivement, pensez-vous que l'IA générative pourrait avoir un impact négatif sur les métiers? On lance le sondage, on peut enchaîner sur le thème, Ludovic, si ça te va, on y reviendra juste après. Oui, ce que je disais, je te remercie de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer sur ce sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. D'abord lié à mon parcours et mon expérience, puisque j'ai pas mal oscillé entre le monde de la data, du big data, de l'IA et le monde de DRH, même s'ils sont assez éloignés. Et je suis assez content au final d'avoir cette multi-expertise. Et moi, je ne pense pas, mais pas du tout, que l'IA va remplacer nos collaborateurs. Par contre, je suis convaincu d'une chose, c'est que les collaborateurs qui maîtriseront l'IA remplaceront ceux qui ne la maîtrisent pas. Alors vous me direz, on joue peut-être un peu sur les mots. Non, pas tant que ça. En fait, le véritable enjeu pour nous, il est peut-être d'abord d'acculturer et de sensibiliser nos collaborateurs pour qu'ils comprennent de quoi on parle quand on parle d'IA et qu'ils comprennent de quoi on parle quand on parle d'impact de l'IA et de l'IA générative sur leur métier. Moi, je suis convaincu que voilà, l'IA va arriver dans nos métiers concrètement et va nous permettre de gagner en efficacité au quotidien. Typiquement, si demain, des algorithmes d'IA nous permettent d'être plus efficaces dans la recherche d'informations, dans la préparation d'actions, dans la compréhension de comptes rendus de réunions, dans le suivi de to-do list, etc., on gagnera du temps. On gagnera 45 minutes, 1 heure par jour. C'est colossal. Et le vrai enjeu, au final, c'est pas de se dire qu'est-ce qu'on va mettre en place comme algorithme d'intelligence artificielle, mais comment on va gérer le gain de temps qui va nous être apporté grâce à l'IA ou l'IA générative qui va venir impacter nos métiers. Si je reprends l'exemple que je prenais tout à l'heure, si on gagne du temps sur du rédactionnel, sur de la réponse à des mails, sur de l'accompagnement d'utilisateurs ou de collaborateurs, je gagne du temps dans ma journée. Et le vrai enjeu, c'est de se dire comment j'utilise ce temps que j'ai gagné. Est-ce que je l'utilise pour le réinvestir dans plus de productivité, c'est-à-dire j'ai plus d'objectifs, j'ai plus de clients à accompagner? Est-ce que je l'utilise pour développer de l'accompagnement qualitatif? Est-ce que je l'utilise pour me former ou pour former des collègues ou des collaborateurs qui sont à mes côtés? Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un enjeu majeur
à ce que les équipes ressources humaines s'emparent du sujet. Pour moi, le déploiement de l'IA dans l'entreprise, évidemment qu'il y a des besoins technologiques et qu'on a besoin de personnes autour de nous ou de compagnies ou d'entreprises qui nous accompagnent sur la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Et on a aussi besoin d'acculturer les équipes dirigeantes pour qu'ils comprennent ce qu'on peut faire avec la data et avec l'IA. On a besoin d'acculturer les collaborateurs pour que l'IA ne soit pas diabolisée. Et on a besoin des RH pour bien travailler le comment on va réutiliser le temps qu'on gagne. Et ça me semble assez crucial dans l'approche qu'on a aujourd'hui autour du déploiement de l'IA. Oui, du coup, effectivement, il y a des sujets de performance, il y a des sujets d'organisation. Tu as souligné effectivement l'importance de l'acculturation et de la formation à l'IA. L'objectif étant de démystifier finalement tout ça et de sortir de cette peur potentielle de perte de l'emploi. Et finalement, la question, c'est comment est-ce qu'on permet aux collaborateurs de mieux comprendre ses implications et ses impacts sur son métier au quotidien. Ouais. Est-ce que, alors du coup, par rapport au sondage, globalement, je pense que nos participants sont à peu près d'accord. Alors, il y a quand même 22% de personnes qui pensent que de façon très importante, l'IA générative pourrait avoir un impact négatif sur les métiers. Donc, c'est quand même intéressant. Effectivement, on voit bien qu'il y a besoin de démystifier ce sujet. Du coup, pour faire le lien avec notre prochain thème, qui est du coup autour de la recherche et l'innovation en IA, puisqu'effectivement, on voit bien qu'il y a des sujets d'acculturation, puis il y a des sujets effectivement de déploiement de l'IA dans le secteur de la banque assurance, dans les métiers, etc. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment cette recherche et innovation en IA est structurée et encouragée à BPAK? Et finalement, quel est le cheminement entre l'idée de sa conception jusqu'à son implémentation et donc la phase d'industrialisation également? Comment est-ce que vous déployez à grande échelle ces sujets, etc. Peut-être d'abord revenir sur le premier point de ta question, c'est comment on structure quelque part cette démarche d'innovation autour de l'IA. En fait, on a une double approche au niveau de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. D'abord, on travaille avec le groupe BPCE, donc Banque Populaire, Caisse d'épargne, pour travailler les sujets qui vont le plus impacter nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'on fait le choix depuis 4-5 ans au niveau du groupe de se focaliser sur des grands sujets, des sujets qui vont avoir un très fort impact, et on choisit, toutes les banques populaires, toutes les caisses d'épargne, de déléguer ces actions quelque part aux équipes de BPCE qui vont les travailler pour le compte du groupe. Et donc là, ce sont des équipes de méga experts sur la data, sur l'IA, qui vont travailler à la mise en place de ces sujets qu'on a validés comme étant stratégiques pour l'entreprise. Mon rôle et le rôle de mes équipes suite à ces mises en œuvre, c'est justement de travailler à comment on l'implémente. Comment cela va concrètement venir impacter le quotidien de nos collaborateurs. Comment ça s'intègre dans nos process. Comment ça s'intègre dans nos outils de travail. Et qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on libère si on arrive à en libérer, ce qui est quand même l'objectif. Donc ça, c'est le premier volet. Ensuite, il y a un sujet quand même sur quelle organisation on pose, nous, localement, autour de ces sujets. Notamment sur comment on peut identifier de nouveaux cas d'usage, quelle marge de manœuvre on a en local sur ces sujets qui touchent au big data et à l'IA. En fait, nous, on doit se focaliser sur des petits sujets qu'on va tester à nos bornes, où on va se dire, tiens, si je prends par exemple un sujet qui touche à la RH, sur comment je peux automatiser le sourcing dans le monde de la RH. Et je peux faire le choix de devenir une entreprise du groupe pionnière sur le sujet, de tester en avant-première, mais on essaye de le faire dans un cadre qui est défini par le groupe, en ayant toujours à l'esprit que si ça marche, il faut que ça puisse bénéficier à toutes les entités du groupe. Donc, il y a la grosse usine BPCE qui va arriver avec des projets globaux qu'on va déployer pour tous les collaborateurs du groupe. Et nous, en local, on peut tester des choses, mais en gardant à l'esprit que si ça marche, mais on le donne à la communauté. Puis, il y a peut-être un sujet que tu abordais dans la question qui me semble intéressant, c'est celui de se dire, mais comment on arrive à trouver les bonnes idées et comment surtout on arrive à se focaliser sur la bonne idée pour ne pas courir après une tonne de sujets qui n'aboutiront à rien. Et moi, je pense qu'il n'y a pas 40 solutions, il faut se faire aider sur ce point-là, parce qu'on peut arriver à avoir des intuitions
Mais arriver à révéler ces intuitions pour qu'elles deviennent des idées partagées collectivement, ben, c'est un art que tout le monde ne maîtrise pas. Et ça, je pense que ça vaut le coup de faire appel à des sociétés de conseil, des sociétés de services qui viennent sur des missions ponctuelles nous aider à faire émerger les idées, à structurer cette émergence d'idées, à prioriser et à passer à l'action. Alors, effectivement, merci pour cette vision très synthétique. Je pense qu'on est dans une période qui est assez unique, où on est capable de développer en quelques semaines des fonctionnalités qui étaient impossibles il y a encore quelques mois. Donc, toujours que ça soit sur le texte, sur l'image ou sur l'audio, on a une mine d'or dans les mains. Et donc, en effet, nous, on conseille à tous nos clients de commencer par des prototypes afin de matérialiser leurs idées, de les tester. Donc, que ça soit avec des POC, des Proof of Concept ou des POV, des Proof of Value, que tu connais bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte que la plus grande limite, c'est notre imagination, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps avec nos clients à échanger. On a, par exemple, des ateliers créatifs dans lesquels on explique et on va appliquer tous les algorithmes principaux de l'IA générative sur des cas concrets. Et je peux vous garantir qu'à chaque fois, le résultat est impressionnant. Les gens sont toujours avec des idées neuves et donc des projets, etc. Donc, un POC, ça peut aller vite. Ça peut être quelques jours à quelques semaines de travail. Et en fait, le challenge qui va suivre, c'est vraiment l'industrialisation de cette solution-là, qui va réclamer après des compétences beaucoup plus spécifiques, notamment dans tout ce qui est architecture cloud, pour gérer, par exemple, toute la partie scaling, la partie sécurité, le monitoring des résultats aussi. On va déployer des solutions et on veut s'assurer que malgré les mises à jour des données, ça soit toujours cohérent, etc. Et c'est des problématiques qui sont assez neuves et assez complexes. Du coup, je me permets de rebondir sur ce sujet, effectivement, autour de la sécurité, de la data. C'est un sujet qu'on n'a pas forcément abordé depuis le début, mais qui reste des problématiques majeures. Si on veut traiter de l'IA et la data ne peuvent pas vivre séparément. Question à tous les deux, peut-être Ludovic, du coup, finalement, autour de ces sujets d'accès à la donnée, de sécurisation des données, on peut se poser la question finalement de aussi pourquoi vos clients restent-ils clients, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, qu'est-ce qu'ils attendent de vous et comment finalement vous pouvez répondre à cette question par rapport à toutes ces problématiques autour de la donnée. En fait, nous, on a une conviction historique qui date de l'époque où on a commencé à travailler sur la data, puis sur le big data, et désormais sur l'IA, c'est que si un client reste client d'une banque populaire, d'une caisse d'épargne ou de toute autre entité bancaire d'ailleurs, c'est qu'il a confiance en son banquier, il a confiance dans son entreprise et dans l'institution. Il a confiance, pourquoi ? Parce qu'il a confiance dans la façon dont on va gérer ses avoirs, dont on va gérer ses comptes, dont on va le conseiller. Et ça, c'est un asset pour nous qui est extrêmement important et précieux, la confiance de nos clients. Et donc, quand on rentre dans la dimension de comment on utilise et on valorise la donnée, il faut aussi qu'on ait ça à l'esprit. C'est comment on va pouvoir gérer les données de nos clients, soit avec des algorithmes d'IA ou des algorithmes de data science, mais on le fait dans une approche éthique et responsable. Et on se dit que malgré tout le potentiel des données et des cas d'usage que l'on a et qu'on pourrait utiliser et valoriser, on ne fait que ce qui nous semble cohérent et en adéquation avec les consentements que les clients nous donnent. Et donc, on s'interdit certainement beaucoup de choses, mais ce n'est pas grave. On assume ça, on assume cela parce que ce qui est prioritaire pour nous, ce n'est pas de pouvoir lancer des tonnes et des tonnes de cas d'usage, mais de pouvoir lancer des cas d'usage sur lesquels on est sûr qu'on a les consentements de nos clients, qu'on ne fait pas de bêtises et qu'on ne casse pas cet asset qui est primordial, qui est l'asset confiance que les clients nous donnent. Et justement, par rapport à ces cas d'usage, il y a peut-être un exemple que tu voudrais nous partager
Ah oui, alors je pourrais en partager plein. Pour illustrer ce propos. Ouais, je pourrais en partager plein. Je vais vous en donner un qui peut paraître anecdotique, mais qui est assez sympa, où on prend l'ensemble des données des commerçants qui ont acquis un terminal de paiement chez nous. Vous savez, ce petit boîtier dans lequel vous payez chez votre pizzaiolo, votre coiffeur ou votre cordonnier. Et donc, on a 40% de part de marché au global, au niveau du groupe banque et caisse, sur les terminaux de paiement. Et donc, on sait qui sont les porteurs de cartes qui vont payer sur ces terminaux. Et on a fait une petite expérience pour l'Office du tourisme de Bordeaux, où on est venu identifier quelle était la nationalité des porteurs de cartes. C'est totalement anonyme, il n'y a pas de nom qui circule ou quoi que ce soit, on est très macro sur le sujet. Et tu vois, ce sujet-là, il est assez sympa parce que ça permet de pouvoir faire tomber des tabous. Quand on échangeait avec l'Office du tourisme, on se disait, les nationalités qui viennent le plus, c'est des anglophones, des Russes, etc. Ah ben non, 50% des visiteurs étrangers qui viennent sur Bordeaux sont des Espagnols. Et cette information, une fois que tu l'as, si tu la distribues au commerce bordelais, et ça permet de prendre des auxiliaires vacances ou des collaborateurs qui vont venir nous aider dans la période estivale, qui parlent plutôt espagnol qu'une langue anglophone, parce que c'est la réalité des chiffres qui ici parlent. Et tu vois, quand on prend cet exemple qui peut paraître anecdotique, ça montre la valeur de ce que l'on peut faire en valorisant la donnée, mais tout en restant totalement respectueux par rapport à l'identité de nos clients qu'on partage à aucun moment. On est sur une approche totalement anonymisée des données. Parce que la question qu'on se pose parfois, c'est on veut respecter les données et donc on ne touche pas à toutes ces données. Mais ce que tu dis, c'est que, enfin, ce que je me dis moi des fois, c'est que finalement les clients, à force d'être protégés, ils peuvent passer à côté d'infos très précieuses. Et je pense que l'exemple que tu décris, c'est exactement ça. Ouais, et il faut l'assumer, Laurent. En tout cas, nous, on l'assume. On préfère être clair vis-à-vis de nos clients sur notre éthique et la façon responsable dont on utilise les données, plutôt que proposer des choses qui seraient différenciantes, mais qui casseraient cette image responsable. Alors nous, on a vécu un exemple qui est un peu similaire. C'est-à-dire qu'on opère une application depuis 2007 qui s'appelle « Où sont les toilettes ?» Donc, c'est assez marrant, mais c'est une application mobile qui depuis n'importe quel endroit de la planète, indique les toilettes publiques les plus proches. Et en fait, on s'est dit, bon, on a toutes ces données-là, et on a la position, et c'est des données qui sont très personnelles, donc on est comme vous, on n'y touche pas. Mais on s'est dit, en fait, quand ces gens se déplacent, ils vont rechercher les toilettes qui sont autour d'eux. Donc, ce qu'on a étudié, nous, c'est quelles sont les toilettes qui étaient les plus sollicitées et qui étaient les plus fréquentes parmi les recherches de positionnement. Et ce qui fait qu'on a dressé une carte sur la planète entière des toilettes les plus demandées en fonction du moment de l'année, de l'heure de la journée, etc. Et finalement, pour chaque ville, pour chaque centre-ville, on est capable de dresser une sorte de carte de chaleur, une heat map, avec les endroits où il y a le plus de demandes de toilettes publiques. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a croisé ça avec la carte des toilettes publiques officielles. Et en multipliant en fait ces deux matrices, on est capable d'afficher et de détecter tous les endroits de Bordeaux, de Toulouse, de New York, où il y a le plus de demandes et où il y a le moins de toilettes. Et donc, c'est le genre de données qui me fait penser un peu à ce que vous avez trouvé à ce que vous avez fourni pour l'office de tourisme. Ah oui, c'est une façon de valoriser de la donnée qui appartient à des entreprises pour rendre service au bien commun quelque part. Tu prends l'exemple de la localisation des toilettes. L'exemple qu'on prend, c'est quelles sont les nationalités des touristes qui visitent la région. En fait, on rend service à la communauté quand on fait ça. Oui, on rend service aux clients, on rend service effectivement aux commerçants, parce qu'on permet effectivement de faire cette rencontre qui serait peut-être plus complexe, effectivement, si on n'avait pas l'information, faciliter les échanges. L'enjeu qu'on peut avoir derrière, c'est de se dire, est-ce qu'on monétise cette valeur ? Nous, notre choix, c'est de ne pas monétiser nos données, mais effectivement,
la tentation pourrait être forte, parce que comme on crée vraiment des usages qui ont de la valeur, d'autres entreprises pourraient se dire, mais il y a un fort intérêt à venir acheter des données pour pouvoir créer des usages. Pour l'instant, nous, on ne fait pas, et on se dit que dans notre optique d'assets de confiance avec nos clients, on ne veut pas rentrer dans cet usage-là. Et finalement, du coup, effectivement, toutes ces questions autour de comment j'utilise cette donnée, qu'est-ce que j'en fais, comment je la redistribue, etc. En fait, on voit bien qu'il y a pléthore. Enfin, on pourrait aller sur tous les sujets, c'est monstrueux. Laurent, tout à l'heure, évoquait effectivement le fait que chez Bitoumoro, on a mis en place en fait un atelier, ce qu'on appelle créatif sur l'IA générative, qui permet effectivement de faire émerger ces idées et puis de les transformer très rapidement en proto pour ensuite aller jusqu'à la phase d'industrialisation. On a un petit sondage par rapport à ça et on serait curieux de voir potentiellement qui serait intéressé chez nos participants pour participer à un atelier de ce type-là. On ne parle pas forcément de celui de Bitoumoro, mais en tout cas, être sensibilisé et de se dire, OK, je suis prêt finalement à mettre mes idées là dans un sac et puis à en faire quelque chose pour faire émerger finalement un produit. On a un sondage qui est en cours, je crois. Hop. Et les votes ne devraient pas tarder à arriver. On reviendra dessus tout à l'heure. Il est 12h51, on arrive à la fin de ce webinaire. Effectivement, on a évoqué pas mal de sujets sur l'IA traditionnelle, l'IA générative, l'impact potentiel sur les collaborateurs et le facteur humain, les sujets de recherche et innovation, les sujets de data. C'est hyper inspirant, c'est passionnant. Je pense qu'on aurait pu en parler effectivement pendant des heures. On a ici posé des bases. Ouais. Ouais, je regardais en parallèle le chat. Ouais. Et si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien prendre la question qui a été posée par Marie. Oui, bien sûr. Qui dit « Les outils de Generative AI sont de plus en plus démocratisés et il y a de plus en plus d'informations accessibles. Les clients se sentent de plus en plus experts. Comment accompagnez-vous les collaborateurs à être toujours plus pertinents ?» C'est une super question d'actualité pour plusieurs raisons. D'abord parce que, moi je pense, je prends ma casquette RH pour le coup, je pense qu'en termes de formation, on ne peut plus suivre le rythme pour pouvoir arriver à former nos collaborateurs sur toutes les évolutions, les nouveautés, etc. Donc, on continue à le faire, bien sûr. On investit un peu plus de 8% de notre masse salariale en formation, ce qui est assez colossal pour une entreprise. Pour autant, je pense qu'on doit aussi inventer et réinventer des dispositifs d'accompagnement et d'assistance pour les collaborateurs qui leur permettent d'avoir en temps réel et aussi rapidement qu'un client des réponses et des réponses extrêmement précises sur les sollicitations qu'ils vont pouvoir avoir. Donc ça tire plusieurs sujets. Ça tire comment on forme nos collaborateurs dans le temps et comment on choisit les meilleures formations pour qu'ils soient toujours à la page. Comment on développe des dispositifs d'assistance toujours de plus en plus efficaces pour pouvoir les accompagner. Et puis dernier point, mais qui me semble crucial au possible, c'est comment on acculture sur des sujets technologiques notamment, pour faire tomber des tabous qu'on peut lire des fois par des raccourcis dans la presse ou sur des tutos YouTube, etc. Et comment on donne, in fine, à nos collaborateurs un jugement critique par rapport à toute l'information qu'ils peuvent emmagasiner. Et là, on touche à une transformation majeure de la DRH. Comment on va faire évoluer la façon dont on forme et dont on aide nos collaborateurs à acquérir un sens critique par rapport à toutes les informations qu'ils doivent ingérer. Voilà, je pourrais vous en parler des heures. Ouais. Mais merci pour la question. Non, mais merci Marie pour la question. Effectivement, l'idée, c'est vraiment de donner toutes les clés possibles. Mais en fait, c'est valable sur le sujet de l'IA, mais c'est valable de manière générale sur tout ce qu'on peut du coup recevoir comme information externe et qui peuvent potentiellement nous impacter. Je pense qu'effectivement, là, ce qu'on a évoqué, c'est que, en tout cas, l'IA, ça permet de déployer des fonctionnalités disruptives à moindre coût. Et ça, c'est quand même vraiment hyper important de le rappeler. Il y a 3 critères de décision, je pense, qui sont importants pour vous lancer, que vous soyez une entreprise, que vous ayez un produit à lancer. C'est que l'IA générative, elle doit être utile, elle doit résoudre un problème spécifique que vous n'avez pas encore traité. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que l'IA, aujourd'hui, n'y répondra pas forcément. Elle doit améliorer la qualité des produits et services, ça c'est évident. Et l'IA générative, elle doit permettre de faire des économies significatives sur les temps de production, sur les ressources potentiellement, parce qu'effectivement, on l'a vu tout à l'heure, Ludovic,
L'idée, c'est de réutiliser du coup les collaborateurs et leurs compétences sur d'autres sujets. En tout cas, je pense que l'objectif, et par rapport à tout ce qu'on s'est dit, le défi, c'est pas forcément d'attendre les conditions idéales. On voit bien que de toute façon, l'IA, c'est tellement vaste qu'il faut un moment se lancer. Il faut y aller de manière pragmatique, effectivement, d'arriver à se focus. Et comme tu l'as très bien résumé, Laurent, finalement, la seule limite à tout ça, c'est l'imagination de chacun, puisqu'en fait, tout est quasiment possible. Donc, effectivement, il y a un enjeu de se mobiliser, de mobiliser les équipes autour du déploiement de l'IA. La résistance, elle sera inévitable. Donc, cet accompagnement au changement est majeur et hyper important. Ce sera un parcours complexe qui va nécessiter du coup de la confiance, d'être rassurant, de collaborer, de faire du collectif, du collaboratif, et puis d'entamer une transformation profonde autour de ces sujets. Je ne sais pas, Laurent, Ludovic, si vous vouliez rajouter un mot de la fin avant peut-être de voir s'il y a d'autres questions qui sont posées dans le chat. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Allez-y, soyez créatifs, c'est le moment qui est vraiment unique, qu'on ne verra probablement plus avant longtemps. Donc, je pense qu'ils vont en profiter. Ouais, puis moi, je pense, pour rebondir, tu dis tout, Laurent, quand tu dis ça. Je pense qu'aussi qu'il faut oser la curiosité, il faut oser tester et il faut oser se faire accompagner pour pouvoir cadrer ces initiatives. Si vous voulez être efficace, il faut vous faire accompagner pour pouvoir cadrer vos initiatives et aller chercher de la valeur pour vos collaborateurs, vos clients, vos process, votre efficacité globale. Merci beaucoup. Du coup, je pense qu'on a bien résumé. Je note juste et je rajoute juste qu'effectivement, on a des ressources disponibles sur le sujet. Si vous voulez continuer à creuser le sujet, on peut aussi en discuter. Il y a des ressources qui sont téléchargeables, je crois, directement sur la plateforme de Webikeo, en scrollant vers le bas ou quelque part à droite. Voilà. Bon, n'hésitez pas à fouiller. Effectivement, on a des livres blancs et du contenu, des guides autour de l'usage de l'IA. Donc, des cas d'usage, des stratégies data à déployer, les bonnes pratiques UX à mettre en œuvre de manière générale. Tout ça se recoupe et on restera avec plaisir à votre disposition pour prolonger tous ces sujets. Il est 12h58. Ludovic, Laurent, merci beaucoup pour cet échange. Et à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir.